Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Un mot avant de démarrer pour vous dire que toute l'équipe de Code Source se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2026. Et tout de suite, votre épisode. Les loups-garous de Tierce-Lieu est un jeu de société auquel vous avez probablement déjà joué, en famille ou entre amis. C'est l'un des jeux français les plus vendus dans le monde, il s'est écoulé à 7 millions d'exemplaires. Son adaptation en jeu télé sur Canal+ est aussi un carton d'audience. Dans la deuxième saison, diffusée depuis le 5 décembre, 15 joueurs, rassemblés dans un petit village, tentent de survivre à des loups-garous cachés parmi eux qui tentent de les éliminer. Notre invité aujourd'hui dans Code Source est l'un des deux créateurs des loups-garous, Philippe Despalières, 66 ans, auteur de dizaines de jeux. Il nous raconte son parcours, les coulisses de son métier et l'incroyable succès des loups-garous. Épisode de Code Source hors format, nous sommes allés à sa rencontre près de Nantes en Loire-Atlantique. Bonjour Philippe Despalières. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Là, nous ne sommes pas dans un studio à la rédaction du Parisien comme à l'habitude. On enregistre chez vous en quelque sorte, en tout cas dans un lieu que vous avez créé et qui s'appelle les Folies Douces. C'est à quelques kilomètres de Nantes, en Loire-Atlantique, dans la commune de Thouaré-sur-Loire. C'est un lieu dédié à l'art et au jeu, on peut dire ça comme ça, où on peut se restaurer, on peut aussi dormir. Il y a un dortoir, c'est très très grand. Et donc là, nous sommes tous les deux, plus précisément, dans une pièce qui est dédiée aux loups-garous. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la pièce dans laquelle nous sommes ? Alors déjà, le premier choc, c'est qu'on a repeint tous les murs en rouge et le plafond en noir, les couleurs du loup-garou. Au centre, il y a une table sur laquelle les joueurs vont s'asseoir. Pour la petite histoire, cette table est la première table sur laquelle on a joué au loup-garou. Quand on a commencé à travailler, je dirais dans les années 99-2000, donc ça fait 25 ans. Autour, il y a plein d'objets qui donnent l'ambiance. Il y a même un masque de loup, il y a même les illustrations originales des loups-garous. Des cartes. Et de certaines cartes. Et puis des objets que j'ai chinés depuis 20 ans à propos des loups. Et puis il y a 2 petites tables au fond pour ceux qui sont éliminés, qui peuvent boire un coup en regardant les autres continuer à jouer. C'est une salle qu'on a conçue un peu comme aujourd'hui il y a des escape games. On a voulu une salle d'ambiance. Il faut dire que moi, je suis un ancien étudiant en scénographie. J'ai fait beaucoup de théâtre et de décors de théâtre et j'avais vraiment envie de me faire ma salle de loup-garou. En tout cas, on est tout de suite plongé dans l'ambiance du jeu quand on rentre dans cette pièce. Alors cet épisode de Code Source, il est le premier de l'année 2026 et cette année, en 2026, le jeu Les Loups-garous de Tierce-Lieu va fêter ses 25 ans, vous en avez parlé. Alors vous allez nous retracer l'histoire de votre plus grand succès, mais avant ça, j'aimerais qu'on prenne le temps quand même de raconter votre parcours et ce métier finalement assez méconnu d'auteur de jeux. J'aimerais commencer par vous demander votre tout premier souvenir de jeu de société dans l'enfance, c'est quoi ? Ma grand-mère, pour nous occuper, quand on venait chez elle, nous achetait des jeux de société et les règles me convenaient pas très bien. Déjà, à chaque fois, je refaisais les règles des jeux pour jouer avec mes frères et mes cousins. On va dire que j'ai 7-8 ans quand je commence à tripoter les règles de jeu pour faire un truc qui me plaît un peu plus. Voilà. Et je pense que ça a commencé comme ça. Vous vous souvenez du premier jeu qui vous a plu ? On va dire le premier jeu premier jeu de société que je dirais moderne sur lequel je me suis emballé, c'est un jeu que j'allais jouer chez les voisins qui s'appelait Rome et Carthage, qui était un jeu de chez Miro Mécano. J'ai découvert après que les auteurs étaient français. Et puis après Le Risque, vraiment que j'ai adoré, qui a été un des précurseurs du jeu de société moderne dans les années, on va dire, 50. Vous me parlez de votre grand-mère, vous dites j'allais jouer chez les voisins, il n'y avait pas beaucoup de jeux chez vous, chez vos parents ? Mes parents n'étaient pas du tout jeux. Et d'ailleurs,
toute leur vie. Et ils m'ont dit quand est-ce que tu vas faire un vrai métier. Ils n'étaient pas jeux de société, c'était pas leur truc. Donc je jouais ou chez les voisins ou avec mes cousins. Et c'est peut-être aussi par manque d'objets qu'on a inventé des choses avec mes frères. Voilà. Donc, dans cette jeunesse où vous aimez bien les jeux de société, est-ce que vous rêvez déjà d'en faire un métier ou est-ce que ça vient plus tard ? Alors, pour moi, c'est sûr, le jeu de société, c'est pas un métier, c'est une maladie. C'est-à-dire que, d'abord, ça n'existe pas, personne ne sait qu'il y a des auteurs de jeux, c'est pas marqué sur les boîtes. Il y a très peu de jeux publiés, donc c'est pas un métier, voilà. À quoi vous vous destinez quand vous êtes jeune ? Alors, d'abord, gamin, je veux être cascadeur. Ça, j'ai un souvenir. On se jetait dans les buissons et partout pour faire des cascades. Après, j'ai eu une envie de médecine. Et puis, adolescent, j'ai découvert le théâtre. J'ai adoré. J'ai fait des études d'art. J'ai fait des longues études d'art. Et ça a terminé à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, où j'ai fait scénographie. Et c'est pendant que j'ai été étudiant là-bas qu'on m'a demandé d'illustrer des jeux. Il y a des gens qui savaient que j'aimais les jeux de société. Et donc, il y a un homme qui m'a demandé de faire les illustrations de ces jeux. Et puis, moi, je trouvais que ces jeux n'étaient pas géniaux. Donc, j'ai modifié les règles. Et je lui ai dit, alors, il faut que je sois payé plus cher. Il me dit, je t'ai pas demandé ça, mais si le jeu est pris, je te double ce que tu dois avoir. Et le jeu a été édité. Du coup, moi, j'ai commencé à faire des trucs et puis j'ai montré à ce gars-là qui m'a dit qu'il y avait un concours de jeux de société organisé par la revue Jeux et Stratégie qui était une émanation de Science et Vie. Ça, c'était dans les années 83-84. J'ai présenté le jeu à ce concours avec un ami des Arts Déco. Et on a gagné le concours. Et j'ai eu la nouvelle le jour de mon anniversaire. Et puis le jeu a été publié chez un éditeur aujourd'hui disparu qui s'appelait Jeux des cartes. En 1986, il s'appelait Armada. Et ça fait donc bientôt 40 ans. Est-ce qu'on peut rappeler vite fait ce que c'est le principe d'Armada ? En fait, ça commence par un jouet. Et moi, très souvent, ça commence par un jouet. C'est-à-dire, j'invente ce petit bateau qui au départ était en bois, en 3 étages, et je mets des pions sur les mâts, et en fait sur les mâts je mets des perles carrées, et je me dis que ce bateau il peut transporter du coup des armées d'un territoire vers l'autre en traversant la mer. Donc c'est un jeu de conquête où chacun part d'une île et essaye de découvrir un continent mystérieux. Quand Armada sort, en 1986, vous avez 25 ans. Vous coéditez ce jeu avec Patrice Pillet, donc c'est votre premier jeu. D'abord, juste pour qu'on repose le contexte, que représente le jeu de société à cette période-là ? À cette période, il y a un démarrage du jeu de rôle. Il y a quelques jeux de société dans des boutiques spécialisées qui sont plutôt des boutiques qui vendent au départ des échecs. Cette année-là, je crois qu'il y a 50 jeux qui sortent dans le monde. Ce qui est rien. Ce qui est pas grand-chose et ce qui fait d'ailleurs qu'une boutique de jeux, en jouant tous les week-ends, peut connaître tous les jeux de société, ce qui est malheureusement plus le cas aujourd'hui puisque... J'ai pas regardé l'année dernière, mais on est entre 1500 et 2000 jeux nouveaux qui sortent par an aujourd'hui. Donc, quand sort Armada avec l'auréole du gagnant du prix, on est facilement vu par la communauté de l'époque, qui est assez petite, mais qui fait que le jeu a son succès d'estime non négligeable. Alors moi, je rêve de succès Je pense qu'on va vendre autant que le risque. Puis je commence à me balader dans la rue en regardant les maisons que je vais acheter. Ça n'a pas été le cas. Et c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe. On en a vendu très correctement, je pense, une vingtaine de milliers d'exemplaires, ce qui est un très beau score à l'époque. Ça m'a permis de payer la chambre de mon premier enfant qui est arrivé en même temps que ce jeu. Voilà. Par la suite, vous créez d'autres jeux qui parleront peut-être à des auditeurs ou des auditrices, Saigon, Totem, Club Voyage. Il y en a un autre qui est sorti en 1992 qui s'appelle « Qui va faire la vaisselle ?» Alors il faut que vous nous expliquiez un peu rapidement ce que c'est, parce que ça m'intrigue. Alors je me rappelle très bien le moment où j'ai fait ce jeu. Alors
Il y a des tas de pulsions pour faire un jeu. Ça peut être un jouet, ça peut être une histoire qui s'est passée, ça peut être un groupe d'amis à qui vous avez envie de plaire. Et là, c'était le début de mon couple avec enfant où je m'apercevais que je faisais pas beaucoup la vaisselle. En plus, j'ai une maladie de la peau qui fait que c'est pas terrible aux savonneuses. Et donc, je culpabilise un peu et puis je suis dans mon bain et je me dis, tiens, je vais faire un jeu où on joue après avoir mangé. Chacun a un couvert devant lui et on va d'abord retourner les plats comme si on les avait mangés et poser les assiettes sales sur celles des autres. Et celui qui se retrouve avec la plus grosse pile de vaisselle devant lui va faire la vaisselle. En plus, c'est un jeu un peu vicieux parce qu'on peut s'allier les uns avec les autres pour embêter celui qui fait jamais la vaisselle. Voilà, c'est un jeu qui marche très très bien en festival où justement les gens sont là autour des tables. Je me rappelle qu'au festival de Parthenay, c'était notre meilleure vente parce que les gens sont en camping, ils font la vaisselle comme avant et voilà. Et vous avez eu des retours comme quoi ça avait créé des conflits dans les familles Alors le plus gros retour qui est complètement dingue et qui montre à quel point la société était patriarcale à l'époque, début des années 90, c'est que ce jeu marchait très bien en France, en Allemagne, dans les pays nordiques, et pratiquement pas dans les pays latins, en Italie. Et alors on a questionné les distributeurs qui disent « Mais qui va faire la vaisselle ? Ma femme, je vois pas le problème, pourquoi mettre un jeu ?» etc. Il y avait un choc, l'Europe était coupée en deux sur la vaisselle. Qu'est-ce qui nourrit votre imagination pour trouver ces jeux ? Alors vous avez dit que parfois c'est pour répondre à des besoins pour quelqu'un, mais j'imagine qu'il vous faut aussi de la matière. Elle vient d'où ? Des livres Non. En fait, mon principal moteur de création, c'est l'ennui. Il y a énormément de jeux que j'ai faits parce que j'étais obligé d'attendre dans une salle, que j'avais pas grand-chose. Et du coup, mon cerveau se sert de l'ennui comme créateur. J'ai cette double formation scientifique et artistique dont le jeu a besoin. C'est-à-dire, j'étais pas mauvais en statistiques et en probabilité. J'ai fait un bac scientifique. J'ai commencé des études de chimie avant de partir vers l'art. Au tout début, je voulais à chaque fois avoir des mécanismes hyper originaux que personne n'avait vus, etc. Et je me suis aperçu que plus on part de choses qui sont déjà latentes et existantes, plus on a des chances de toucher les gens qui n'ont pas toujours le courage, et surtout les Français, de découvrir des mécanismes compliqués, de s'investir. Donc je pars souvent de choses qui existent. Par exemple, un autre jeu très connu que j'ai fait qui s'appelle La Guerre des moutons, ça part des dominos en fait. Et puis je vais les transformer. Et je suis très content quand on me dit que le jeu, ça fait 15 ans qu'ils l'ont et qu'ils ressortent régulièrement en famille. Comment est-ce que vous testez vos idées à ce moment-là, dans les années 90 ? Qui sont vos cobayes en quelque sorte ? Alors malheureusement pour eux, c'est souvent ma famille, et notamment mes enfants, qui n'ont pas toujours compris au début, parce qu'ils me voyaient travailler sur des jeux, ils disaient « On peut jouer ?» Je dis « Non, je joue pas, je travaille. » Et puis de temps en temps, je les faisais jouer, mais ils se sont aperçus vite que c'était pas du jeu, c'était du test. Et du coup, il y a un moment où ils en ont eu ras-le-bol des jeux, et puis c'est revenu. Je teste pas tant que ça. D'abord parce que je pense que j'ai une intuition de ce qui va se passer assez facilement. J'ai beaucoup joué jeune parce que j'étais frustré, que j'avais pas de partenaire. J'ai beaucoup joué tout seul. C'est-à-dire que je pouvais jouer à un jeu qu'on appelle Civilisation, qui se joue à 6 personnes. Je pouvais jouer tout seul. Je jouais la première personne, puis je jouais la deuxième, puis je jouais la troisième. J'étais capable de prendre des personnages différents et d'équilibrer le jeu sans avoir besoin de testeurs. Je suis pas très testeur. Et puis après, quand on est plusieurs créateurs, parce que j'aime bien travailler en équipe, j'ai dû faire la moitié de mes jeux en équipe et la moitié tout seul. C'est ça, j'ai vu que c'était quand même très fréquent dans votre parcours de co-créer des jeux. Ben oui, alors d'abord parce que c'est une motivation, ensuite parce que on parle d'une idée, l'autre répond une autre idée, etc. Et ça s'enrichit beaucoup plus rapidement. Quand vous êtes en binôme ou même tout seul, à quoi vous vous rendez compte qu'un jeu ne fonctionne pas, qu'il n'est pas encore prêt, qu'il est encore perfectible ? Ça tient à quoi un jeu qui n'est pas parfait encore ? Eh ben,
Ça m'est assez rarement arrivé, et quand ça m'arrive, je le pose dans une armoire et j'attends que ça se décante. Quelquefois, la bonne idée, elle viendra 5 ans après, parce qu'en fait, il faut savoir prendre de la distance par rapport à ce qu'on est en train de faire. Vous avez ça dans un coin de la tête, puis un jour, il se passe un truc, et pof, vous faites une connexion qui va pouvoir débloquer votre création. Moi, j'ai pas de recette, c'est juste de l'envie et de la pulsion, et puis après, on trouve des solutions et on débloque, voilà. C'est quoi la chose la plus difficile à concevoir dans un jeu pour vous ? Je dirais que le truc le plus difficile, c'est de gérer la durée de partie. Quand on veut une durée de partie pas trop longue, il faut tailler beaucoup dans son travail. Il faut savoir que quand j'ai commencé à faire des jeux, on jouait encore pendant 2-3 heures au même jeu de société, pendant un après-midi pluvieux, etc. Et que petit à petit, il y a eu une densification des emplois du temps. Et surtout, quand le jeu s'est popularisé, il y a des gens qui voulaient bien jouer une demi-heure, mais après, qu'aller au cinéma ou qu'aller boire un pot. La plupart de la population n'a pas ce temps-là à y consacrer. Et en plus, moi, en vieillissant, au début, j'ai fait des jeux pour les ados adultes, des jeux un peu compliqués, etc. Et en vieillissant, ma quête du Graal, c'était la simplicité. Moi, j'aime beaucoup un jeu qui a très peu de règles et beaucoup de richesse. Je déteste lire un livre de règles de 40 pages et puis être déçu à la fin de la première partie. J'ai l'impression que mon rapport d'investissement à plaisir est pas bon, quoi. Voilà. Dans les années 80-90, vous avez une petite dizaine de jeux à votre actif. Est-ce que vous arrivez à vivre de votre passion ? Pas du tout. J'ai travaillé dans le domaine du jeu tout de suite. J'ai quitté le théâtre à peine après avoir commencé. Mais je me suis retrouvé directeur de la com de jeux et stratégie, casus belli et jeux des cartes. Donc j'étais salarié et je faisais des jeux le week-end ou la nuit. En fait, le jeu rapporte pas beaucoup quand c'est pas un best-seller international. Et tant qu'un auteur n'a pas de best-seller, il faut qu'il ait un autre travail. Il y a beaucoup d'auteurs de jeux qui sont des profs. C'est un peu comme écrivain, hein. Vous n'êtes pas d'un seul coup écrivain qui mange. C'est très différent dans le jeu vidéo où les auteurs sont salariés, les développeurs, etc. Dans le jeu de société, c'est pas le cas. Donc je faisais des jeux de commande, ça m'est arrivé, je faisais des jeux pour les musées, et puis après on a eu une boutique de jeux, et puis on a distribué des jeux. J'ai presque fait tous les métiers dans le domaine du jeu, puis un beau jour, avec ma compagne, je me suis dit, bon, j'en ai marre d'avoir cette double vie. Je crois que c'est en 97, on a émigré dans ce petit village de Tierce-Lieu en se disant à Paris c'est insupportable, c'est trop cher de vivre. Donc on est parti à la campagne, de vivre dans une maison qui venait de sa grand-mère, faire notre potager et commencer à travailler sur des produits que j'éditerais. Si on revient un tout petit peu en arrière, donc c'est vrai que vous montez votre propre maison d'édition à la fin des années 90, une maison d'édition qui s'appelle Lui-même. Est-ce que c'était pour répondre aussi à la difficulté d'éditer des jeux ? Et aussi j'ai l'impression que vous revendiquiez très tôt la reconnaissance des auteurs de jeux, que c'est important pour vous que votre nom figure sur la boîte. Oui, il y a eu d'ailleurs un jeu que finalement je n'ai pas fait avec un éditeur qui disait « Ouais, on va le faire, tu vas toucher ton argent, mais on va mettre le nom de Armand Jameau parce qu'il est plus connu. » À l'époque, c'était un producteur et un créateur de programmes très connu. J'ai dit « Ça va pas » et j'ai pas fait le jeu. Oui, ça me semble capital et je revendique non seulement la reconnaissance des auteurs et le fait qu'on soit des artistes. Je pense qu'on crée une œuvre d'art quand on fait un jeu et ça me semble capital d'aller jusqu'à revendiquer ça. Oui, en faisant des recherches, je suis tombé sur une interview dans laquelle vous dites, je vous cite, « On crée des jeux parce qu'on n'a pas le choix, comme un musicien qui compose des chansons. » Donc c'est pas simplement un loisir, c'est une nécessité. Oui, c'est une maladie, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que un artiste ne travaille pas pour répondre à un besoin économique. Il travaille pour répondre à un besoin personnel. Et évidemment, s'il peut vivre avec ça, il est très heureux. Mais s'il peut pas, il continuera. Et je connais beaucoup d'auteurs de jeux qui, malheureusement, ne vivent pas de cette activité et qui continuent à faire des jeux. On peut pas s'empêcher de faire.
Comme on l'a évoqué un peu plus tôt, à la fin des années 90, vous vous installez avec votre compagne à Tiercelieu, donc c'est un hameau en Seine-et-Marne, à la limite de l'Île-de-France. Et c'est dans ce village qu'avec Hervé Marly, un autre auteur, vous créez ce jeu, Les Loups-Garous. D'où vient l'idée au départ ? Alors déjà, la pulsion de ma part, c'est la veillée dans le village de Tiercelieu. J'ai mes enfants le week-end. Mes copains ont leurs enfants, on se retrouve à une vingtaine et j'essaye de trouver quelque chose qui lie tout le monde. Il y a une inspiration qui vient d'un jeu qu'on avait joué qui s'appelle L'Assassin, qui est un jeu de colonie de vacances. Il y a Hervé qui me monte un squelette qu'on a vu après qui s'appelait Mafia et qui était un jeu à identité secrète. Et puis après, avec c'est quoi un squelette ? C'est-à-dire qu'il y a un morceau de mécanique, mais entre un squelette et un jeu, il faut qu'il y ait une aventure, il faut qu'il se passe quelque chose. Hervé et moi, chacun de notre côté, on avance sur un truc, on se retrouve, on décide de travailler ensemble, on embarque avec nous un illustrateur au bout d'un certain temps, et ça met longtemps. Et puis, j'ai tellement envie de jouer que très vite, on fait des parties, mais pas pour tester, mais parce qu'on a envie de jouer. Les gamins du village me suggèrent des choses aussi. C'est assez marrant, parce qu'au début, on voulait le faire sous la forme d'un jeu de tarot. Et donc, un gamin regarde tous les personnages des jeux de tarot et il voit les amoureux. Évidemment, il a l'âge de commencer à s'intéresser à ça. Et donc, c'est là que ça me donne l'idée de faire Cupidon, qui va désigner les amoureux. Je le sens assez vite comme un jeu de pré-ado-ado. Tout de suite, je vais rappeler un petit peu les règles pour qu'on sache un peu ce que c'est que les loups-garous de Tiercelieu, Voilà. pour ceux qui vraiment n'y ont jamais joué. Donc au moins 8 joueurs qui sont, le temps d'une partie, les habitants d'un village. Chacun reçoit une carte qui lui attribue un rôle au début du jeu. Quelques-uns découvrent alors qu'ils ne sont pas de vrais villageois, mais des loups-garous, qui tuent secrètement chaque nuit un membre du village. Le jour, les villageois enquêtent et doivent se mettre d'accord pour décider d'éliminer un joueur qu'ils pensent être loup-garou. La partie se termine quand il ne reste que des loups-garous, ou à l'inverse, quand les villageois restants les ont tous démasqués. Certains villageois ont des rôles spéciaux qui peuvent les avantager ou les encombrer au cours de la partie. Donc pour arriver à cette mécanique, il a fallu beaucoup de travail. Elle ressemblait à quoi les premières versions, si vous vous en souvenez ? Oh, il y a eu plein de versions, et d'ailleurs la première édition est manuelle, c'est-à-dire qu'on en fait 100 exemplaires à la main dans le village. D'abord, on n'a pas beaucoup de fric pour démarrer. Hervé suggère des cartes de vote, donc des cartes qui orientent vers les joueurs. Puis on abandonne cette histoire, on trouve que le doigt levé, c'est bien plus signifiant. On s'aperçoit qu'il y a des personnages qui vont revenir et être iconiques et d'autres qui sont oubliés assez vite. On essaye que des enfants puissent jouer et qu'on parte des traditions du conte. On va pas parler de tuer, on va parler d'éliminer, on va utiliser le vocabulaire du conte pour enfants, donc on fouille. La petite fille, évidemment, elle vient du Petit Poucet, qui écoute la nuit pendant que ses frères dorment, etc. À chaque fois, on essaye de trouver des personnages qui nous rappellent nos contes pour enfants. Tout ça pour pouvoir toucher les grands-parents. Et dès les premières parties, je suis ravi quand il y a 4 générations autour d'une table. Et au départ, aucun éditeur ne veut de ce jeu, c'est ça ? Alors, il y a un truc particulier, c'est que je l'ai montré à 2 ou 3 éditeurs, mais j'avais déjà dans la tête quand même l'idée de le faire si jamais. Mais j'avais quand même montré à des éditeurs qui, au début, notamment celui qui a racheté ma maison d'édition, qui est un joueur qui a fondé Asmodée, qui aujourd'hui est une des plus grosses sociétés du monde, du jeu de société. Il n'a pas aimé. Pourquoi il n'a pas aimé ? Parce que c'est un jeu où on règle ses comptes avec les gens qui ont du pouvoir. Et donc, il a été éliminé souvent au premier tour. Il trouvait le jeu débile. Mais c'est souvent que dans la famille, on élimine d'abord papa ou maman. Quand on joue avec les employés de bureau, la première partie, c'est sûr, c'est le patron qui se fait dézinguer. Et donc, les éditeurs qui avaient le pouvoir décisionnaire, ils vivaient une partie un peu courte et ils n'aimaient pas. On vous disait quoi, par exemple, que ça se jouait à trop de joueurs Alors, jamais il y avait eu de jeu
édité à ce nombre-là, en disant mais comment tu peux dire à partir de 8 jusqu'à 18 ? Déjà nous, à partir de 4, on perd plein de gens parce que les boutiques, elles veulent qu'on puisse jouer à 2. Je dis oui, mais tant pis. Quand on sera nombreux, on jouera à celui-là. Oui, mais il n'y aura pas beaucoup l'occasion de jouer. Je dis tant mieux, parce que du coup, on ne se fatigue pas avec l'objet. Et il y a des jeux, si ça se joue à 2 ou 3, vous allez y jouer pendant 3 mois, et puis à un moment, ras-le-bol. Là, ce jeu, il faut qu'il y ait un événement. L'événement, c'est qu'il y ait un groupe. C'est toujours des événements festifs. Voilà, et ça s'est passé comme ça. Et c'est vrai que après, ça devient un réflexe de se dire, bon, bah, on est nombreux. On jouerait bien à un jeu, on est très nombreux, bah, faisons un loup-garou. Voilà, c'est ça. Et il y a eu des mariages grâce au loup-garou. On a eu des faire-part d'invitations à des mariages de gens qui s'étaient connus à des parties de loup-garou. Et ça a été très touchant. Donc vous éditez ce jeu, Les Loups-garous de Tiercelieu, qui sort en 2001. Il est comment l'accueil au départ de ce jeu ? Ça démarre timidement ? Alors, non, ça démarre assez vite parce qu'il se passe des choses. C'est qu'il y a déjà des Internet 2.0 qui arrivent. Apparaît Trick Track, qui est un site Internet de jeux de société. Très vite, on va les voir. Et il y a déjà des gens qui veulent se le procurer. Et il se passe qu'on fait pas mal de festivals et surtout que pendant 3-4 ans, toutes les soirées de festival se terminent par un loup-garou sans qu'on n'y fasse rien, en fait. La promotion se fait presque sans nous. Donc, c'est beaucoup de bouche à oreille, en fait, le succès de loup-garou. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Tous les groupes constitués, les classes à la fin de l'année, les clubs de sport, les centres de loisirs, les colonies de vacances s'emparent de notre jeu. Quelques années plus tard, à partir de 2005, vous avez créé des extensions, donc des cartes supplémentaires pour jouer à un plus grand nombre, avec aussi des nouveaux rôles dans le village. Aujourd'hui, le jeu, il s'est vendu à 7 millions d'exemplaires dans le monde. Il a été aussi adapté en roman, en film et aussi en jeu télé sur Canal+. D'ailleurs, la saison 1 du programme a été vue, si on en croit Canal+, 17 millions de fois sur sa plateforme. À chaque fois, avec Hervé Marly, vous devez donner votre accord pour qu'il y ait toutes ces déclinaisons ? Bien sûr, on est des auteurs et en fait j'ai presque 2 visios par semaine depuis 4 ans pour tous les projets. Il y a des projets dont vous n'avez pas parlé qui vont arriver. Il y a une BD qui va sortir chez Dupuis. Il y a un projet de 2e film. Le film, lui, a été vu par 65 millions. C'est quand même... Oui, parce qu'il est sur Netflix, donc il a été vu dans le monde entier. Dans le monde entier, donc c'est déjà beaucoup. Qu'est-ce que ce succès, il a changé pour vous dans votre carrière d'auteur de jeux ? Alors, c'est ça qui est extraordinaire. Quand vous avez 1 ou 2 best-sellers, ça vous donne le temps. Parce que ceux-là vous nourrissent pour faire des choses qui vont prendre du temps. Mais le loup-garou bouffait ma vie vraiment parce que moi je suis un créatif au départ et businessman, c'est un truc que j'ai fait par obligation, mais c'est pas mon kiff total. Là, ça prenait trop de place. Ça prenait beaucoup trop de place et je ne parlais qu'à des avocats. Enfin, c'était des trucs douloureux, pas des trucs agréables. Donc mon distributeur, dont le patron était un ami, m'a proposé de racheter la boîte et ça m'a permis d'avoir d'autres projets. Et on a beau être l'auteur des loups-garous, le fait d'avoir été auteur d'un succès ne vous apporte pas forcément un succès juste après. C'est l'objet du jeu qui décide et qui fait sa vie. Est-ce que vous diriez que les loups-garous de Tiercelieu, s'ils sortaient aujourd'hui, en 2026, ils connaîtraient le même succès ? J'en suis pas du tout sûr. En fait, c'est dur de refaire le passé, mais je pense qu'il aurait beaucoup plus de mal parce que je pense qu'il y a plus de jeux édités. Mais c'est aussi grâce à lui et à une dizaine de jeux qu'il y a tout ça. C'est grâce à Loup-garou, c'est grâce à Aventurier du Rail, c'est grâce à une dizaine de jeux archétypaux que le monde du jeu de société s'est ouvert au grand public. Et que le regard des joueurs, même des Français, mais même au-delà, sur le jeu de société a changé aussi ? Oui, parce que c'était vraiment has-been. Alors déjà, je pense que nous, on a ouvert une porte énorme sur la mixité. C'est-à-dire que le Loup-garou est un des premiers jeux où il y a plus de filles qui jouent que de garçons.
Quand on avait fait notre site internet dès le début, il y avait 70% de filles qui nous suivaient et 30% de garçons, parce que c'est un jeu d'échange, de communication, de groupe. On a été très fiers de cette ouverture. Donc de dire s'il sortait aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il a eu une influence sur la manière de jouer des gens. D'ailleurs, on le voit, moi, quand je vais dans une manif et que je vois des panneaux de manifestants qui font « Le village se réveille », forcément... C'est une référence culturelle. C'est une référence qu'ils ont trouvée compréhensible par tout le monde. Ça dépasse un peu. Hein. Ça fait bizarre. Ça vous dépasse un peu comme succès? Ah ouais, ça fait bizarre. Et après, l'autre douleur, c'est qu'on me parle que de ça et pas des autres jeux que j'ai faits. Et que quand je retombe... C'est pour ça que dans mon bureau, il y a tous les autres jeux. L'autre jour... Parce que vous en avez fait une vingtaine, en fait, dans votre carrière. J'en ai fait une centaine. Une centaine, mais... Il y en a une quarantaine d'édités. Et on va dire qu'il y en a 3 ou 4 qui ont eu une célébrité intéressante et peut-être 2 qui m'ont fait vivre. Vous ne voulez pas être résumé qu'au loup-garou de Tiercelieu? Ah non. Aujourd'hui, vous avez 65 ans. Ouais, 66 depuis une semaine. 66 depuis une semaine de l'anniversaire. Vous êtes très occupé à ce lieu, les Folies Douces, que vous avez lancé à l'été 2025. Est-ce qu'il reste encore aujourd'hui un peu de place dans votre cerveau disponible pour créer de nouveaux jeux de société? Alors, il y a plusieurs raisons qui font que, pour le moment, je remets tout à plus tard. Effectivement, celle-là. C'est quand même 40 ans de ma vie, le jeu de société. Et j'ai aussi d'autres passions. Je joue toujours. Je ne m'interdis pas d'être amoureux d'une autre idée et d'avancer. Je pense que je ne ferai pas tout seul comme j'ai fait à un moment et que si j'ai une idée, soit je la confierai à un autre éditeur, soit je le ferai en collaboration avec un autre éditeur. Et puis le monde change. J'ai 66 ans, la plupart des gens qui travaillaient avec moi, ils sont partis à la retraite. Il y a toute une génération qui va passer la main. C'est un peu de douleur de voir partir les potes. Je préfère attaquer un nouveau monde que de voir l'ancien monde changer, quoi. Voilà. Merci Philippe Despalières. Merci à vous. Et je précise que les Folies Douces est fermé pour cet hiver, mais il rouvre au mois d'avril avec une exposition sur le jeu de rôle. Vous retrouverez toutes les infos dans la fiche de cet épisode. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Anaïs Godard et Clémentine Spiller. Réalisation Julien Moncouquiol. N'hésitez pas à vous abonner à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur la chaîne YouTube du Parisien. Et chaque samedi, vous retrouvez aussi un nouvel épisode de notre podcast Crime Story, des affaires criminelles racontées par Claudia Prolongeau et Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien.